Bon après-midi, on est très heureux de vous voir en si grand nombre. En nombre, oui. Je me présente, Maria-Louisa Romano, chargée de projet à l'action culturelle du Musée McCord. C'est un plaisir de vous recevoir pour une première conférence d'été au McCord pour cette année 2017-2018. Cette série offre l'occasion de venir découvrir la richesse des collections du musée dans le cadre de conférences animées par les conservateurs du musée ou des membres de l'équipe de la conservation et de la restauration, et ce dans une ambiance chaleureuse incluant un service de thé. Le musée reçoit aujourd'hui Sonia Cata, restauratrice textile, et Caroline Bourgeois, adjointe à la restauration, qui ont toutes deux travaillé à la préparation de l'exposition Mode Expo 67, présentée encore pour quelques jours au musée. Cette exposition qui vous plonge dans l'effervescence d'Expo 67 réunit plus de 60 costumes, des uniformes d'hôtesses de différents pavillons, des vêtements griffés de designers québécois et une gamme de produits issus de tous les secteurs de la mode canadienne. Dans cette présentation bilingue intitulée « Tirée à quatre épingles, mode et expo 67, restauration et mannequinage », les conférencières vous feront revivre les coulisses du musée, vous font vivre les coulisses du musée lors de la préparation de l'exposition à partir d'exemples et de situations tirées de la création de cette exposition. Please note that we have a special bilingual presentation today titled Well Dressed, Conservation and Mounting for a Fashioning Expo 67. Sonia Cata, Textile Conservator, and Caroline Bourgeois, Conservation Assistant, will take you behind the scenes of museum during preparation for the exhibition Fashion Expo 67. Through this lecture, you will understand how conservation and museum quality mounting ensure the preservation of our objects, enrich our knowledge of the collection, and make an exhibition come to life. You are invited to participate in the question period in both languages. Je céderai tout d'abord la parole à Anne McKay, chef de la restauration, qui vous présentera nos deux invités d'aujourd'hui un peu plus en détail. Et je souligne qu'on tient à les remercier chaleureusement toutes les trois de leur présence aujourd'hui. Et nous remercions également la maison de thé Camellia Sinensis, qui nous offre cet après-midi le plaisir de découvrir quelques-unes de leurs variétés de thé. Alors, le thé sera servi un petit peu plus tard. Je vous remercie et bonne conférence. Merci Maria-Louisa et bon après-midi à tout le monde. Il me fait grand plaisir d'avoir l'opportunité de présenter deux de mes collègues à la restauration, Sonia Cata et Caroline Bourgeois. Sonia Cata is a conservator at the McCord Museum, where she is responsible for the treatment of both costume and textiles and historic objects. She has done extensive work on museum collections for major exhibitions, including Wearing Our Identity, the First People's Collection, which is on view now, and Love in Fine Fashion, a show presented in 2014 based on the museum's large collection of wedding dresses. Sonia obtained a bachelor's degree in art history from the University of Guelph and a master's degree in art conservation from Queen's University, after which she completed internships at the Royal Ontario Museum, the McCord Museum, and the City of Hamilton Civic Museums. She was also the recipient of a year-long postgraduate fellowship at the Canadian Conservation Institute. Sonia has been with the McCord since 2014. Caroline Bourgeois se joint à l'équipe de Musée McCord en 2000 et occupe maintenant la poste d'adjointe à la restauration en tant que spécialiste dans le montage de costumes. Elle est diplômée du Collège Marie-Victorin en technique d'art vestimentaire, de l'École nationale de théâtre du Canada en scénographie et détient un baccalauréat spécialisé en art dramatique de l'Université du Québec à Montréal. Après avoir travaillé plus que 10 ans dans les arts de la scène en tant que costumière pour le cirque, la danse, le théâtre et la marionnette, elle obtient un diplôme en technique de muséologie au Collège Montmorency. Caroline a fait le montage de costumes pour toutes les expositions de McCord depuis l'an 2000. Et pendant ce temps, elle a développé une expertise dans la conception et la réalisation de mannequins pour les vêtements des collections mode, costumes et textiles et Premier Peuple. As Maria-Louisa said, Sonia will be presenting in English, Caroline in French, but please feel free to ask questions in either language. So,
Sonia. Okay, good afternoon. I'm Sonia Kata, textile conservator here at the McCord Museum. For the first half of this presentation, I will speak about conservation challenges presented by 1960s synthetic fabrics and materials in the Fashioning Expo exhibition, also called Mode Expo 67. First of all, what is conservation? It is all aspects of caring for artifacts in the present and preserving them for the future. Here at the McCord, the Conservation Department does this through hands-on work with artifacts, including examination, documentation, study, and often conservation treatments of every artifact that goes on display. And also through hands-off preventive conservation measures, including the display, storage, and movement of artifacts. And pictured here is one of our conservation lab spaces located just upstairs. And a conservation treatment is any intervention done on an artifact, such as cleaning, making repairs, or reconstructing elements. Following professional ethics, we respect the historical integrity of artifacts by making any interventions as minimal as possible and by using materials that are chemically stable and reversible or removable. Fashioning Expo 67 features over 60 costumes from the 1960s, plus accessories and archival materials that illustrate the impact Expo 67 had on the Quebec fashion industry. The exhibition includes expo uniforms from various countries, seen here, sample garments from fashion shows, custom-made formal dresses, and everyday clothing. My role in the preparation for this exhibition was to examine and undertake conservation treatments on all of the costume pieces. Despite their relatively young age for museum objects, many of the costumes had damage that needed to be addressed before they could be safely mounted on mannequins. This was mostly wear and tear, like holes and missing buttons, creases, and stains, but since this was 1960s fashion, we also encountered synthetic fabrics and plastics, which presented different conservation issues than more traditional historic textiles. Textiles are made from either natural or synthetic fibers. Natural fibers are naturally occurring materials from plant, animal, and mineral sources, such as cotton, wool, and silk. Synthetic fibers, on the other hand, are man-made materials made from chemicals. Typically, small hydrocarbon molecules called monomers are linked together through chemical reactions to form a long-chain polymer material. The chemical constituents are mixed or melted together and are extruded from a spinneret to create the fiber. Examples of synthetic fibers include polyester, nylon, spandex, and acrylic. And this is an example of nylon 6. The chemical formula for it. And similarly, plastics are polymers modified with additives such as plasticizers, stabilizers, and fillers. Synthetic fibers were invented in the late 19th century, but they came into widespread use in the fashion industry in the 20th century. Notably, nylon was invented in 1939, and polyester, acrylic, and spandex in the 1950s. And in the 1960s in particular, fashion designers embraced these new materials to explore new aesthetics and functionalities in clothing. Synthetic fabrics also ushered in a new wash and wear attitude for clothes. Compared to natural fibers, synthetics were generally easier to clean and care for, as they could be machine washed and dried without shrinkage. They did not wrinkle as easily and were more durable and resistant to stains, moths, and mildew. We may think of plastics as indestructible, but there are actually some issues for conservators and museums looking to preserve plastic artifacts for the long term. Some plastics can be stable and last for a long time, but others can deteriorate quickly and irreversibly in ways that cannot be repaired. There are 5 plastics known to be particularly unstable and malignant, meaning they degrade or self-destruct under normal environmental conditions and emit harmful chemicals that can hasten their own deterioration. They are cellulose acetate, cellulose nitrate, polyurethane, polyvinyl chloride, and rubber, with natural and synthetic versions. The Expo 67 costumes and accessories included 3 of these unstable plastics: polyurethane, polyvinyl chloride, and rubber.
as well as other synthetic materials like polyester and triacetate, which, while not unstable, do react differently than natural fibers, so require different conservation approaches. And initially, we thought in this exhibition, nearly all of the costumes would be made from synthetic materials, but in fact, only about 20% were purely synthetic fibers. About 30% were a mix of natural and synthetic fibers, including natural and synthetic fiber blends. For example, many of the Expo uniforms were made from wool polyester blend fabric. And the remaining 50% of costumes were all natural fibers, mainly wool, silk, and fur in the high-end garments. I will now go over 6 examples of synthetic materials from the exhibition. Each required research into its material properties in order to understand the best methods for conservation treatment and long-term preservation. First is this unusual dress and jacket set designed by Eleanor Ellis of Peel Street in Montreal. The outfit was made specially for a fashion show at the International Ladies Garment Worker Union and was decorated with caricatures of Quebec politicians painted on by Robert Lapalme. The fabric of this outfit looks a bit strange because it is actually paper, or rather a paper-textile hybrid called DuraWeave. This material is made from a plastic grid substrate, possibly nylon, that is filled in with wood pulp, which creates a paper-like surface. Paper dresses made from this material were a fad in the mid-1960s. It began when the Scott Paper Company in the United States produced paper dresses as an advertisement gimmick. And as seen in the ad, customers could send in $1.25 and receive their own paper dress in the mail. Other companies soon followed suit, manufacturing dresses with op art designs, photographs, or even company logos. And I particularly like this one with Bob Dylan's face on it. The dresses were meant to be playful, customizable, and inexpensive, and also disposable, reflecting youth culture and a new throwaway attitude seen with new disposable materials like plastic cutlery and paper napkins. The fad was rather short-lived, but paper garments are still used today for disposable hospital garments and factory wear. As you can imagine, this paper fabric was not very durable. The costume had many areas of abrasion to the paper surface caused by wear. This photograph shows damage at the front neck of the jacket, where the paper fibers were abraded and worn away, revealing the nylon grid substrate. These damaged areas of fabric would be handled when the dress was mounted, so we needed to address them in the conservation treatment. And as part of the treatment for this costume, I stabilized the fabric by applying paper facings. I used Japanese tissue paper, a thin, acid-free paper, toned to match the color of the fabric with acrylic paint. These facings were adhered to the paper fabric surface with a cellulose-based adhesive called Ethylose, which dries clear and matte, so there was no glue residue or discoloration. This treatment strengthened the abraded fabric and visually disguised the damage. And here's the costume after treatment and mounting, photographed for a catalog and ready for exhibition. Next, we have a late 1960s dress made from polyester chiffon fabric in a colorful psychedelic print, with a pleated skirt. The dress was in good condition overall, but we noticed the pleats in the skirt were slightly uneven and wavy, with a few pleats pressed in the wrong direction. We always aim to exhibit costumes and artifacts in their best light, in ways that reflect their intended appearance and design, so we wanted to repress the pleats for a more sharp and even appearance. For natural fibers and fabrics, this would have been easy. Heat and moisture can reshape fibers, for example, using an iron or a clothes steamer on a cotton shirt. But these methods didn't work very well on this synthetic fiber dress, as the pleats would just spring back to their original shape. So why was this happening? Well, for one reason, synthetic fibers are chemically different from natural fibers, and polyester in particular does not absorb much moisture. This makes it harder to reshape because normally moisture would act as a lubricant to help reshape fibers. I also wondered if the fabric was specially treated to produce these pleats permanently. Polyester is a thermoplastic material, meaning it can be reshaped using heat. It can be permanently reshaped by melting and reforming the material.
So these pleats may have been heat set in this way. But since polyester fabric has a relatively low melting point, I did not want to risk melting or shrinking the fabric using a hot iron by attempting to reshape the pleats myself. Another way to produce permanent pleats in a garment is by usually using specially treated wrinkle-resistant fabric, sometimes called permanent press, as in this advertisement. Basically, the fabric is treated with a resin chemical and is then cut and sewn into a garment, and afterwards it is heated in an oven to cure the resin. The resin forms chemical bonds between the fiber molecules, which gives the fabric a memory. So when the fabric is folded or creased, it will spring back into the memory shape, so wrinkles do not form. This method can also make pleats and other design features permanent so they withstand laundering. So if these pleats were either heat or chemically set, then the uneven pleats must have been manufactured that way, meaning there was no need to fix them after all. Here's the dress after treatment. And luckily, we found that simply mounting the dress on a mannequin improved its appearance. Gravity helped the pleats fall more naturally, and a petticoat underneath the skirt helped fill it out. Together, this made the uneven areas of the pleats much less noticeable. Next, we have a metallic dress from Irving Nadler, a Montreal designer. Like with the paper dress, the fabric on this dress was not a traditional fabric, and it actually wasn't even a fiber at all. The outer layer of this dress is a metallized plastic film, shown here in detail, in copper and silver colors. And the plastic film is adhered to a woven textile backing layer, which is what you see here. This is in the seam allowance of the dress on the inside. And this fabric backing allowed the material to be cut and sewn together. This metallized plastic film is made by depositing vaporized metal onto a thin sheet of plastic, such as mylar. The metal could be aluminum, gold, or other materials. And this is actually an example of a space-aged material. This type of metallic film was developed by DuPont and NASA and was actually used as insulation on spacesuits and satellites. Today, this type of material is used for mylar emergency blankets, metal foil balloons, and food packaging. One of the condition issues with this dress was a stubborn crease running down the center, likely caused by improper storage sometime in the past. Like with the polyester dress, the metallized foil material did not absorb water, so it could not be reshaped with steam or moisture like a natural fabric could be. Instead, I flattened out the crease using heat from an iron and pressure from sandbag weights. Another condition issue was a series of small tears and losses in the metallic foil layer along the armholes, neck, and hem, shown here at the armhole. This was a problem because the tears were vulnerable to snagging and ripping off even more foil, and the fabric backing layer was visible through the holes and was visually distracting. During the conservation treatment, I stabilized these tears by applying small sticker-like patches over the damaged areas, similar to the facing treatment on the paper dress. I used materials available in the conservation lab to mimic the foil material as best I could. I used thin mylar, a clear plastic film, painted with acrylic paints to match the appearance of the metallic film. I then applied adhesive to one side and cut the material into small patches that I stuck over the braided fabric. This worked to visually fill in the missing foil and protected the damaged areas from further tearing. And here's the dress after treatment and mounting. And you can still actually see the crease very faintly visible along the center front. But again, just mounting the dress on a mannequin helped fill out the body and make it a bit less noticeable. Proper storage from now on, either hanging the dress upright or padding the insides with acid-free tissue paper, should prevent new creases from forming. The next modern material is vinyl, or PVC, an abbreviation of polyvinyl chloride. This striped coat is from Expo 67's American Pavilion, created by American designer Bill Blass. Polyvinyl chloride has many uses. Rigid PVC plastics are used in plumbing and construction, as well as vinyl records.
PVC can be made more flexible when chemical additives called plasticizers are added to its composition. Sheets of plasticized PVC can be cut and sewn like fabric or leather, or vinyl coatings can be adhered to a fabric backing, often used for imitation leather in clothing, accessories, and upholstery. Vinyl clothing became popular in the 1960s as a waterproof fabric for outerwear and for the decade's iconic go-go boots. Since vinyl could be produced in bright colors with a shiny appearance or even as a transparent material, it made for a bold and modern aesthetic as seen in these ads. However, PVC is one of the unstable plastics. It will degrade through chemical reactions with oxygen and moisture in the air, which cause the plastic molecules to break down. Furthermore, the plasticizer additives in PVC are not stable, and they will eventually migrate and leach out of the plastic, accumulating on its surface. Without these additives to make the plastic flexible, the plastic becomes brittle, with a gummy surface that can stick to itself or other materials. The vinyl coat did show some of these problems. The surface of the vinyl was grimy with a dull finish, and here under the collar, there were yellow stains and stickiness. Likely this was the plasticizer leaching onto the surface. To remedy this, I cleaned the vinyl surface as part of the conservation treatment. Cleaning plastics is a risky treatment. The cleaning solutions could potentially dissolve the plastic, leach out more plasticizer, or abrade the plastic surface. So I carefully tested many cleaning methods and found one that was very effective, applying a solution of triammonium citrate in deionized water on a microfiber cloth. This is a buffered salt solution, sometimes used to clean paintings in conservation, and microfiber cloth was the softest material we had available. This effectively cleared away the surface grime and stickiness, leaving the vinyl clean and shiny. There was also adhesive residue along the hem of the coat that appeared to be from adhesive tape. And there was abrasion to the vinyl surface that removed the top layer of color, resulting in small white holes against the red and black stripes. I removed the adhesive residue using a mixture of deionized water and ethanol, again applied on microfiber cloth. I also in-painted the abraded areas with small dots of watercolor paint, which visually filled in the missing color to disguise the damage to the vinyl. The vinyl fabric was also cracked in some areas, like here at the inseam pocket, and the line of stitching was broken. This was likely caused by a combination of wear and weakening of the vinyl. To treat this, I backed the tear with a patch of fabric coated with a pH-neutral adhesive, seen here on the inside of the garment. This brought the tear edges together and stabilized the vinyl. On a natural or woven fabric, tears like this can be stabilized by stitched repairs, but in this case, I did not want to stitch through the vinyl, as this would have just punctured new holes in it. With the patches in place, I then completed the broken line of stitching by sewing with cotton thread, working through the original thread holes. Again, this avoided making new holes in the vinyl, and using the original thread holes meant I could replicate the length and placement of the original stitches exactly. Here is the coat looking much cleaner after treatment and mounting. Another example of an unstable plastic in the exhibition was this pair of white rubber boots, part of the uniform from the Atlantic Provinces Pavilion at Expo. Rubber can come from a natural source, latex from the rubber tree, or it can be synthetic, such as neoprene and silicone. Rubbers can be classified as plastics because chemically they are polymers made of linked monomer units, modified with additives, and they have the unique property of being elastic. These boots were sadly in poor condition. The rubber had oxidized or reacted with oxygen in the air, causing deterioration of the polymer. There were cracks in the rubber, and some areas were permanently deformed. The material had lost all flexibility and was now stiff and brittle, so these issues could not be repaired. There's also a network of fine cracks or crazing in the rubber and uneven discoloration.
Unfortunately, there was no treatment possible for this object. The changes to the rubber were irreversible. For objects like this, we can only practice good preventive conservation measures to slow further deterioration. For rubber, the ideal measures would be oxygen-free storage, as this would slow the chemical reactions that cause the deterioration. Finally, for our last example, we have the uniform from Expo 67's Italian pavilion, a dress and jacket made from a double layer of synthetic crepe fabric, red on the outside and white on the inside. This dress had a rather mysterious condition problem. We noticed a fine red powder was shedding from the dress and accumulating inside the bottom of the garment bag. So this is the corner of the bag with red powder accumulating. So was this dust or dirt falling off the costume, or was the red crepe fabric disintegrating? We examined the dress to see exactly what was happening. We opened a seam to look inside the garment and discovered the powder was coming from the back of the white fabric. Due to the double layer construction, this was encased inside the garment. And here's a magnified view of the powder as seen under a microscope in the conservation lab. The structure of the powder matched the appearance of polyurethane foam, which is created by blowing air through a liquid as it cures. The foam is made from the struts that form around the bubbles, which explains the shape of our powder. Some fabrics in the 1960s were manufactured with polyurethane foam facings or backings. As a facing, the foam created a textured surface that mimics leather, similar to vinyl, or as a backing, polyurethane foam would add stiffness and body to a fabric, similar to interfacing. So we concluded this dress must have been made with a polyurethane foam backing, intended to give the garment a stiff and full appearance. However, over time, the foam had degraded to the point of complete disintegration. Polyurethane is another one of the unstable or malignant plastics. It breaks down by chemical reaction with oxygen and moisture in the air, and the acidic degradation products will add to its deterioration. As a result, without the foam backing, the garments appeared a little limp and creased. As part of the conservation treatment, I removed the loose powder. Here you can see I opened up the hem of the dress, vacuumed out the loose powder, and then stitched the hem closed. Normally in conservation treatments, we try and preserve as much original material on artifacts as possible. But in this case, the polyurethane foam was degraded and no longer functioning as intended. Furthermore, as a malignant plastic, it was likely emitting volatile organic chemicals, VOCs, that could damage other materials. We therefore thought it was appropriate to remove the powder in this case. One further issue was that one of the dresses was missing a button, as indicated by the arrow. These buttons were particular to the costume, so we could not find any replacements in fabric stores. So since I couldn't find a replacement, I decided to make my own by borrowing a technique from objects conservation. I took a silicone mold of one of the existing buttons and then made a cast using epoxy. I then painted the casting with acrylic paint to match the appearance of the real buttons, even faking the buttonholes in thread, and sewed this new replacement button to the dress. And this helped balance the dress out as the buttons affected the drape of the skirt. Finally, here are the dresses after treatment and steaming to remove creases and wrinkles, and mounting, shown here on display in the gallery. This costume illustrated a problem with plastics and modern materials, deterioration past a point of repair. While the garment was still intact overall, the polyurethane foam backing had disintegrated, so the fabric was limp and no longer reflected the original design intent. However, we also had a solution to this problem. Thanks to our methods of costume mounting, the dress was fully supported from the inside with a custom-made mannequin and petticoat. This physically supported the limp fabric, restoring the intended A-line silhouette and overall appearance of the costumes, at least while they are mounted. So thank you for listening, and now we will turn to Carolyn to learn exactly how the costumes are mounted and how mannequins are made. Thank you.
Donc, bonjour, je me présente, Caroline Bourgeois. Donc, un petit mot tout d'abord pour vous confier que je suis beaucoup plus à l'aise dans un atelier que devant ce micro. Donc, merci de votre compréhension et surtout, merci d'être là. OK. Contrairement aux costumes historiques qui étaient portés, avec des crinolines, corsets ou tournures, de sorte que les silhouettes changeaient d'une époque à l'autre, la silhouette des vêtements des années 60 nous est familière et ne semble avoir subi aucune modification jusqu'à nos jours. On peut penser que la présentation des vêtements des années 60 pour Mode Expo 67 comporte des similitudes avec le travail des étalagistes et qu'il a suffi de se procurer chez un fournisseur des bustes sur lesquels il ne restait plus qu'à enfiler les vêtements. Eh bien, il n'en est rien, et c'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Oups. Donc, les vêtements des collections des musées, peu importe leur style, qu'ils soient très anciens ou modernes, qu'ils soient en très bonne condition ou qu'ils présentent des signes de détérioration plus visibles, requièrent d'être présentés selon des normes muséales pour prévenir les dommages qui pourraient survenir lors de leur présentation en exposition. C'est à ce moment que le mannequinage intervient. Le mannequinage est l'ensemble des techniques et précautions qui sont prises pour mettre un vêtement en volume sur un mannequin selon les normes muséales, tout en respectant l'époque du vêtement. Dans cette présentation, qui vous emmène dans les coulisses du musée, vous verrez les différents aspects du travail de mannequinage pour l'exposition Mode Expo 67, de la remise du scénario jusqu'à l'installation en salle du dernier costume, en passant par le choix des mannequins requis, la fabrication des mannequins et leur ajustement, et le montage des costumes sur mannequin. Le scénario, conçu par les conservatrices et produit par la chargée de projet, contient la liste des costumes et accessoires vestimentaires qui ont été choisis pour être présentés dans l'exposition, ainsi que toutes les informations techniques qui nous dictent comment les vêtements et accessoires doivent être agencés et présentés, ce qui permet d'établir le nombre de mannequins requis et leurs spécificités techniques. Plus de 80 mannequins, avec ou sans support à chapeau, étaient requis, nombre qui a été ramené à une soixantaine, faute d'espace. Donc, comme vous le voyez ici, pour le premier uniforme, un mannequin était requis pour présenter la robe et la veste. Pour le second, un mannequin était requis pour présenter la robe avec le béret. Et puis, pour les deux vêtements, un seul mannequin était requis pour présenter la cape ouverte présentée sur la robe, accompagnée de la casquette. Pour que soient mis en valeur les différents aspects de la mode abordés dans le scénario, les conservatrices souhaitaient une atmosphère différente pour chacune des 3 zones principales de l'exposition et souhaitaient par le fait même que le changement d'atmosphère se reflète dans le style de présentation des vêtements sur mannequin. Pour la zone des hôtesses, nous possédions quelques mannequins de style invisible pour des uniformes qui avaient été présentés dans une exposition précédente. Ces mannequins sont qualifiés d'invisibles puisqu'ils ne sont pas apparents une fois le costume monté. La décision a été prise de les réutiliser et de fabriquer les mannequins manquants pour les autres uniformes. Il était entendu qu'une photo grand format accompagnerait chacun des uniformes, ce qui contribue à mettre le costume dans son contexte historique.
on a appliqué le même principe des mannequins invisibles pour présenter les deux vêtements de papier afin de mettre en valeur la texture particulière des vêtements, ainsi que pour tous les vêtements présentés avec chapeau par un souci esthétique. Okay. Pour le regroupement des zones qui inclut la section de Madame Drapeau, la mode en voyage, la fourrure et les couturiers, il était souhaité une atmosphère plus classique et raffinée. L'utilisation de bustes de style plus classique, avec cou, contrairement aux mannequins de style invisible, convenait tout à fait pour présenter et mettre en valeur les vêtements des zones concernées. Pour la zone du Grand Boom, une atmosphère un peu plus yéyé était souhaitée pour faire un clin d'œil aux mannequins qui défilent en dansant, comme on peut le voir dans le film qui est projeté sur le mur dans l'exposition. Pour recréer cette atmosphère, il était requis que des vêtements soient présentés sur des mannequins de vitrine simulant les poses des années 60. Parce que nous savions que ces mannequins ne pourraient pas convenir pour tous les vêtements de cette zone, il était prévu que la majorité des vêtements puissent être présentés sur des bustes classiques et que seuls 3 vêtements du podium central seraient présentés sur des mannequins de vitrine. Nous avons réussi à trouver des mannequins qui, par leur pose, évoquent les années 60 et nous en avons acheté un afin d'en faire l'essai. La taille du mannequin convenait aux vêtements bleus ainsi qu'aux vêtements verts, mais il était beaucoup trop grand et trop gros pour la robe jaune. Autre particularité, le positionnement des seins ne correspondait pas à la coupe du vêtement de la robe jaune. Les modifications requises au mannequin étaient impossibles à réaliser. Il est difficile d'intégrer l'utilisation des mannequins de vitrine lorsqu'on présente des costumes historiques, à moins qu'il ne s'agisse des vêtements des collections des grands couturiers contemporains. Finalement, l'équipe du design a suggéré l'emploi de bustes de style classique combinés à des éléments graphiques d'allure psychédélique pour créer l'atmosphère de cette zone. Pour que chaque buste s'intègre dans sa zone et se fasse le plus discret possible, le choix des couleurs des plastrons des bustes a été fait en référant à la charte de couleurs établie par l'équipe du design. Donc, comme vous pouvez voir, le plastron, c'est cette section ici. Donc, c'est l'empiècement qui sert à couvrir la partie du mannequin qui sera visible lorsque le vêtement sera monté sur le mannequin. Donc, dans l'exposition, vous pouvez voir des mannequins avec des plastrons beige, bleu foncé, brun ou noir. La mise en marche de la production s'est amorcée avec la commande d'une 50aine de bustes d'étalage faits du réthane modèle numéro 116. La dernière fois que nous avions commandé des bustes modèle 116, nous avions constaté que les bustes livrés étaient légèrement de dimension supérieure, la raison étant que le moule présentait des signes d'usure et ne fermait plus complètement. Donc, je pense que vous pouvez voir la mousse qui a débordé de chaque côté du moule qui ne ferme pas. Donc, les moules étaient plus gros. Lorsque nous avons commandé les bustes, le fabricant nous a annoncé qu'il n'était plus en mesure de nous fournir ce modèle de buste parce qu'il s'était départi du moule. Parce que ce buste est beaucoup plus délicat que les autres bustes disponibles sur le marché et qu'il possède les dimensions idéales pour le travail que nous avons à effectuer, nous avons fait fabriquer un nouveau moule que nous possédons maintenant et avec le nouveau moule, les bustes ont été moulés et livrés au musée, finalement, 3 mois plus tard que prévu. À ce moment, l'équipe, composée au début de 2 personnes, à laquelle s'est jointe quelques semaines plus tard une 3e personne, a commencé le mannequinage pour chaque costume. La réalisation de chaque mannequin fait sur mesure a nécessité en moyenne 4 jours de travail, les étapes de travail étant, première étape, modification ou fabrication de buste,
recouvrement textile, fabrication des bras, jupons, supports à chapeau, plastrons, assemblage et montage du costume sur le mannequin. La taille et la coupe des vêtements qui sont présentés dans l'exposition varient énormément d'un vêtement à l'autre et ne correspondent pas, dans la majorité des cas, à la taille exacte du buste. La sculpture des bustes a été requise pour les amincir, comme on a dû le faire pour cette robe de mariée, ici, dont la taille n'excède pas 20 pouces, et ceci sans corset. Le recouvrement avec de la bourre de polyester a été requis pour grossir plusieurs bustes, comme on a dû le faire pour la robe marine, que vous voyez ici, dont la taille excède 33 pouces. Une des modifications que nous avons eu à effectuer pour ajuster les bustes aux vêtements des années 60 concerne la forme de la poitrine. Pour bien supporter et mettre en valeur la silhouette de plusieurs vêtements, dont celui-ci, les seins du mannequin d'uréthane ont été coupés parce qu'ils n'étaient pas de volume et de forme appropriée pour qu'on puisse les modifier, et de nouveaux seins plus petits et plus pointus ont été sculptés avec de l'étafoam, puis fixés au mannequin. L'étafoam, c'est une mousse rigide qui est faite d'un matériau stable, qui ne va pas endommager les objets et dans lequel on peut facilement sculpter. Nous avons modifié le buste de femme pour l'adapter à la coupe de cet ensemble short et lui donner une allure d'adolescente. Les seins plus massifs ont été coupés pour être remplacés par des seins plus petits et mieux positionnés. Les épaules ont été coupées selon la forme du vêtement pour rendre le mannequin plus délicat. Le mannequin a été sculpté au bas pour s'ajuster à la fourche du short, formant ainsi le début de 2 jambes. Des formes découpées dans de l'étafoam ont été ajoutées pour ajuster les jambes à la longueur du short. Pour réaliser les mannequins de style invisible, nous utilisons la technique du moulage de buckram. Comme pour la technique du papier mâché, le buckram est découpé en plusieurs morceaux que l'on trempe dans l'eau pour les ramollir, puis qu'on superpose sur une forme que l'on souhaite reproduire. Lorsque la forme de buckram a retrouvé sa solidité en séchant, elle est sablée, démoulée, on la referme, puis on la stabilise à la base avec un disque de bois. Ici, vous voyez le dessous d'un mannequin et il y a un grand disque de bois qui est fixé pour maintenir le mannequin en forme. Chaque chapeau étant de formes différentes, des formes ont été fabriquées sur mesure en modifiant des formes existantes ou en sculptant de nouvelles formes pour ensuite pouvoir mouler le buckram. Des buckrams complets ont été moulés sur les mannequins pour les vêtements dont la coupe l'exigeait, donc les vêtements avec un grand décolleté ou sans manches. Pour accélérer notre processus de fabrication des mannequins de type invisible, la technique du buckram, avec le moulage de forme partielle, a été combinée à l'utilisation de bustes d'uréthane pour la présentation des vêtements avec manches. Les bustes d'uréthane ont été modifiés avant d'être assemblés avec les sections faites de buckram. Donc, les différentes étapes. Donc, tout d'abord, on a utilisé un gabarit pour marquer la section du mannequin qui devait être coupée. Là, ça, c'est le numéro 1. Ensuite, vous voyez qu'on a utilisé un niveau pour s'assurer que la zone horizontale va bien être parallèle au sol parce qu'on va y déposer les supports à chapeau. Ensuite, on a ajouté la section buckram, suivie de l'étape qui consiste à celle du scellage du buste complet avec une pellicule alimentaire. La pellicule joue un rôle de coupe-vapeur en formant une barrière entre le costume et les émanations qui proviennent de l'uréthane. Et la pellicule agit également en tant que barrière entre le costume et la teinture du buckram qui peut ne pas être stable.
Donc, ensuite, l'étape qui suit est celle de la découpe du buckram pour suivre l'encolure du vêtement. Et puis, suivi de l'étape du recouvrement textile, on commence avec une couche de jersey de coton, suivi lorsque requis d'ajustement avec la bourre de polyester, et on complète avec une seconde couche de jersey de coton. Des éléments qui donnent forme aux vêtements sont ajoutés. Des bras ont été fabriqués sur mesure avec de la bourre de polyester recouverte de coton non blanchi pour donner du volume aux manches du vêtement. Un jupon fait de coton non blanchi avec baleine à l'ourlet a été ajouté pour supporter la jupe et lui donner un bel arrondi une fois le costume monté sur mannequin. Il n'est pas approprié, lors du montage des costumes, d'utiliser les jupons, crinolines ou autres sous-vêtements des collections parce que ces objets fragiles risqueraient d'être endommagés par la friction et le poids des costumes. Donc, c'est pour ça qu'on fabrique tous les dessous de costumes. Puis, le support du chapeau a été déposé sur la section horizontale du mannequin, comme vous le voyez ici. Pour la présentation du manteau des provinces de l'Ouest, nous trouvions que le col à pois qui est intégré à la robe est un élément clé qui contribue à l'identification de l'uniforme. Une reproduction du col a été réalisée pour être présentée avec le manteau afin de maximiser l'impact visuel des deux vêtements. Du ruban adhésif double face 3M a été collé sur un tissu rouge dont la teinture est stable, puis des pois ont été découpés avec un emporte-pièce avant d'être collés sur le tissu du col. Cette photo d'hôtesse du pavillon de l'Italie nous a servi de référence pour le mannequinage des deux uniformes. Lorsqu'ils ne sont pas supportés, les vêtements sur mannequin gondolent de façon irrégulière plutôt que de mettre en valeur la forme de leur silhouette et la ligne d'ourlet. Le patron des robes a été reproduit afin de confectionner les deux sous-jupes cousues au buste de buckram. Maintenant, on peut voir que les mannequins supportent les vêtements tout en mettant leur silhouette et la forme de l'ourlet en valeur. Comme on l'a vu dans la présentation de Sonia, les tissus des uniformes du pavillon de l'Italie présentent des signes de détérioration visibles à l'œil nu, l'aspect du tissu blanc du col étant teinté d'orange. Pour que l'uniforme ne semble pas trop défraîchi aux côtés des uniformes du pavillon de l'Angleterre, le col de la veste a été reproduit avec un tissu blanc et le nouveau col a tout simplement été déposé sur le col de la veste afin de donner aux vêtements un peu plus d'éclat sans altérer le vêtement de façon permanente. Pour la présentation de cet ensemble, dont le tissu imprimé est légèrement transparent, une doublure de la jupe culotte a été réalisée avec un matériau léger et diaphane pour ne pas perdre l'aspect de transparence du vêtement lorsque le costume sera mis sur son mannequin. Un ensemble tout simple a requis une attention particulière. L'ouverture de la taille du Bermuda était trop petite pour que le vêtement puisse être enfilé sur le mannequin. Les hanches du mannequin ont donc été coupées et retirées et remplacées par des coussins souples que l'on a pu insérer une fois que le Bermuda et sa doublure aient été enfilés sur le mannequin. Pour mettre en valeur la coupe particulière de certains vêtements, des bras rigides ont été fabriqués avec de l'étafoam puis cousus au mannequin. Pour la robe rouge, les bras ont dû être fixés une fois le vêtement enfilé sur le mannequin en usant d'extrêmes précautions. L'ajout d'accessoires sur les vêtements ne se fait pas sans prendre quelques précautions qui ont pour but que les vêtements ne subissent aucun dommage. Plutôt que d'épingler directement dans le vêtement cette épinglette, ce qui percerait le tissu,
L'épinglette a été fixée à un coussinet qui a été cousu au vêtement avec un fil très fin. Plutôt que de mettre directement sur le manteau cette ceinture de cuir, parce que le tissu du manteau pourrait devenir jauni ou être taché au contact du cuir, une bande de millard, coupée selon les dimensions de la ceinture, a été mise entre le manteau et la ceinture. Et dans ce cas, le millard agit en tant que coupe-vapeur, un peu comme le faisait la pellicule alimentaire. Présenter un vêtement dans toute son authenticité implique que nous référions aux conservatrices et à une banque de documentation diverses, que ce soit pour valider les proportions du vêtement, ajuster l'angle du chapeau ou positionner les épinglettes au bon endroit, rien n'est laissé au hasard. Pour le costume du pavillon de Bell Canada, la petite épinglette avait été positionnée sur la veste à côté du revers du col et il avait été prévu de présenter la plus grosse épinglette en vitrine dans son coffret, jusqu'à temps que nous prenions connaissance d'un film dans lequel on peut voir les hôtesses portant les deux épinglettes, la petite épinglette sur le revers et la plus grosse épinglée sur le chapeau. Madame Drapeau a offert cette robe turquoise au musée, accompagnée de sa ceinture. Bien que la robe ait pu être portée avec la ceinture en d'autres occasions, la photo nous a confirmé que Madame Drapeau a porté, à Expo 67, la robe sans la ceinture. Pour nouer le foulard, j'ai référé à la photo qui m'avait été remise par la conservatrice en tant que référence, bien que le foulard aurait très bien pu être attaché en boucle, comme nous le montre la maquette du vêtement. Dans le cas de l'uniforme d'hôtesse du Ghana, une collègue du musée, originaire du Burkina Faso et qui a également séjourné 3 ans au Ghana, nous a indiqué comment devaient être drapés les 2 tissus qui composent l'uniforme du pavillon du Ghana. C'est une publicité d'époque de chez Simpson qui nous a confirmé que la ceinture devait être présentée boutonnée sur le devant et non au dos comme il avait été fait lors du montage préliminaire. Comme on vient de le voir, l'équipe du mannequinage prend toutes les précautions pour que les vêtements soient présentés dans toute leur intégrité, pour que toutes les décisions prises dans la fabrication des mannequins et dans la manière de présenter les vêtements soient les meilleures décisions qui soient. De leur côté, les collaborateurs des départements recherche et exposition font en sorte de tout prévoir afin que l'installation en salle, qui se déroule de façon intensive sur une très courte période, se déroule sans anicroche. Malgré le professionnalisme et la bonne volonté de tous, nous allons voir qu'il est impossible de tout prévoir et que ceci peut parfois avoir des répercussions pour l'équipe du mannequinage. À l'origine, il était prévu que ces 2 vêtements soient présentés, chacun d'eux, surmontés d'un chapeau. Après que les vêtements aient été installés en salle, le designer des vêtements, M. Jacques Auré, s'est présenté au musée et a communiqué aux conservatrices de nouvelles informations qui ont amené quelques changements dans la présentation de ces vêtements. Les chapeaux ont finalement été présentés séparément. En conséquence, des mannequins de style invisible n'ont plus été requis et ont dû être remplacés par des mannequins de style classique avec cou. Un buste pour lequel aucune modification majeure n'était requise a été préparé pour le manteau noir et blanc. À la demande de M. Auré, une ceinture de notre collection et des fleurs ont été ajoutées. Parce que le travail requis pour ajuster le mannequin à la robe rouge était trop considérable en fonction du temps disponible, le mannequin de buckram a été réutilisé, mais pour camoufler son allure, le disque de bois du dessous a été retiré afin que l'on puisse y insérer un buste avec cou qui avait été aminci sur les côtés.
Ne restait plus qu'à coudre les plastrons sur les mannequins. La maquette du design prévoyait 3 séries de bandes bicolores de chaque côté de la vitrine centrale, ce qui fait qu'une sélection de 3 costumes sur mannequin était prévue de chaque côté. Quelle ne fut pas la surprise, lors de l'installation des vitrines en salle, de constater la présence de 4 séries de bandes bicolores. Pour pallier à cette lacune, l'équipe de mannequinage a proposé l'ajout d'un voile et d'un manteau qui avaient été retirés de la sélection préliminaire, faute d'espace. Pour la zone du Grand Boom, il avait été convenu d'utiliser du tissu de couleur noire pour la fabrication des plastrons. Un tissu noir avait été utilisé dans une exposition précédente avec un résultat très concluant. Lors de la mise en place des mannequins, nous avons constaté que le lin noir était approprié pour les vêtements plus lourds, faits de lainage, mais ne convenait pas du tout pour les vêtements plus légers, faits de coton ou de couleur pastel, et ne convenait surtout pas pour les robes de couleur foncée, parce qu'il était impossible de distinguer le vêtement du mannequin. Donc, on trouvait que le mannequin ne mettait pas le vêtement en valeur. Donc, les plastrons fabriqués avec du lin noir ont donc été remplacés par des plastrons fabriqués avec du lin blanc. Plus de 3 mois après le début de l'exposition, M. Hirien, un des membres de l'équipe qui gère la collection du prince Albert de Monaco, a contacté Mme Sauvage, notre directrice, pour lui proposer ceci. Monaco souhaitait prêter au musée McCord la robe portée par Grace Kelly lors de sa venue à Expo 67 afin que la robe soit intégrée dans l'exposition. Offre qui a été acceptée. Cette robe avait déjà été présentée au musée McCord lors de l'exposition Grace Kelly, à la suite de quoi tous les mannequins fabriqués sur mesure pour l'exposition avaient été achetés par l'équipe de Monaco. Il était convenu que M. Hirien arriverait au musée avec la robe, jupon et bras, mais sans le mannequin, et qu'il devait être présent lors du montage de la robe et lors de la mise en vitrine, M. Hirien ne disposant pas de plus d'1h30. Le buste a dû être préparé à l'avance en évaluant de mémoire la proportion de la robe pour sauver du temps lors de la journée du montage et de l'installation. Pour mettre les chances de notre côté, 2 bustes ont été préparés. Un buste aux épaules amincies, sans rembourrage, et un second mannequin plus large d'épaules avec rembourrage. Par un heureux hasard, le buste rembourré convenait parfaitement. Ne restait plus, après avoir complété un rapport de conditions, qu'à repasser le jupon de montage, coudre sur mannequin le plastron de lin et installer les bras et enfin la robe. C'est ici que se termine, pour vous, la tournée des coulisses de Mode Expo 67. Pour nous, le travail se poursuivra lors du démontage des costumes, opération délicate qui doit être exécutée avec autant de soin qu'il en a fallu lors du montage. L'aventure ne prendra fin que lorsque tous les costumes auront réintégré les réserves où ils seront entreposés dans le respect des normes muséales, ce qui en assurera leur conservation pour le bénéfice des passionnés d'histoire, de costumes et de mode.